Vous êtes bien sur Radio 18 Mars et c'est l'heure des cerises. Une heure des cerises façon on touche pas à mes griottes ce soir puisque nous sommes tous les trois en plateau. Guillaume Tournebosse. Bonjour à tous. Il y a aussi Justin Pindard. Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices, et spéciale dédicace à ma maman qui suit toutes les émissions depuis les débuts. Maman, tu sais, Radio 18 Mars, c'est aussi pour te mettre à l'abri. Eh bien, merci Justin pour cette dédicace très émouvante et je suis moi aussi ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour cette émission exceptionnelle, nous sommes en direct du Fort d'Issy où nous allons évoquer ensemble la question militaire. En effet, elle est au cœur des enjeux de la commune. Si les fédérés tenaient le Fort d'Issy où nous nous trouvons depuis le début de la commune, la nuit du 26 au 27 avril sonna la perte du village d'Issy-les-Moulineaux. Les Versaillais s'en sont emparés et se sont approchés jusqu'à 300 mètres du fort. Pendant 3 jours et 3 nuits, le fort a subi de nombreux bombardements. Il est désormais criblé de balles et, je dois le dire, en piteux état. Les Versaillais ont continué sans cesse leurs attaques nocturnes sur les troupes fédérées épuisées et non remplacées depuis plusieurs jours. Le 29 avril, les tranchées fédérées furent de nouveau surprises et les assaillants réussirent à encercler le fort. Les fédérés, assez mal organisés, n'ayant pas non plus peur de le dire, décidèrent de se replier après avoir attendu en vain de nouveaux ordres ou une relève. Relève qui n'est jamais venue malgré les demandes du commandant fédéré Mégy. L'évacuation du fort cessa avec l'arrivée de quelques compagnies conduites par Cluseret et La Cecilia le 30 avril vers 5h10. Dans la soirée, l'arrivée de Vermorel et de Trinquet, amenant de nouveaux renforts, permit aux fédérés de reprendre une partie des tranchées perdues. Cette nouvelle du repli des fédérés a fait scandale et le 1er mai, un comité de salut public a été créé en réponse à cette désorganisation évidente de la garde nationale. Heureusement pour nous, l'armée versaillaise n'est pas non plus des plus malines. Elle ne s'était même pas aperçue de l'affût des défenseurs du fort, ce qui a permis, dès le 30 avril au matin, la réoccupation des lieux. Toutefois, ce tour de force ne suffit pas à redorer le blason du douteux Cluseret. Il est remplacé depuis le 1er mai par Rossel comme délégué à la guerre. Néanmoins, la commune n'est pas au bout de ses peines, car l'offensive versaillaise a repris dans la nuit du 1er au 2 mai. La gare de Clamart et le château d'Issy sont tombés, mais une contre-attaque fédérée de nos valeureux gardes nationaux a permis de reprendre le château d'Issy et une partie du village. Ceci explique que nous avons la chance de nous trouver ici, dans une des rares salles encore salubres du fort, pour un débat qui, je l'espère, sera fécond. Place maintenant à notre débat exceptionnel entre deux élus de la commune. Celle-ci s'est donc déchirée hier à l'hôtel de ville sur le fait de créer ou non un comité de salut public qui s'arrogerait des pouvoirs exceptionnels. À ma gauche, nous devions avoir un habitué de notre émission qui est favorable à un tel comité. J'ai dénommé notre cher Raoul Rigaud, qui était à la tête de la commission de sûreté générale, qui est maintenant devenu procureur. Cependant, Raoul Rigaud est cloué au lit à cause d'une angine foudroyante. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Raoul, si tu nous écoutes, bon courage. Louise, si tu me le permets, je tiens juste à préciser que Raoul Rigaud serait bienvenu si ce n'était qu'une angine, mais sur son angine, il a eu une surinfection qui l'a définitivement cloué au lit. Il a quand même toutefois tenu à nous faire passer un message. Je propose qu'on l'écoute tout de suite. Merci à toi Raoul et bon rétablissement. Et nous remercions Théophile Ferré, son bras droit, qui a accepté de le remplacer au pied levé. Bonjour Théophile. Bonjour. À ma droite, je vous présente Auguste Serralier, un ouvrier cordonnier, membre de l'AIT, et lui, il est résolument contre la création d'un tel comité. Bonjour Auguste. Bonjour. Nous prendrons aussi quelques questions d'auditeurs pour nos deux invités. Mais avant cela, 1 minute pour chacun pour défendre votre point de vue. Guillaume, prépare le compte à rebours. Voilà, c'est bon. Citoyen Ferré, c'est à toi. Merci. Les citoyens auditeurs de Radio 18 Mars le savent déjà. On ne peut pas me reprocher de ne pas être investi à 1000% dans la commune comme avec mon camarade Raoul. Je vis commune, je dors commune, je chie commune. Et l'heure est grave. Fini le temps des doux rêveurs, des artistes de mes deux, des gens foutres qui refont le monde en cueillant des coquelicots ou en faisant tomber la colonne Vendôme. C'est quoi la situation ? On se fait rétamer à toutes les batailles par manque de discipline et d'organisation. Et dans Paris, il y a des coquins qui ont le regard oblique. Ils sont pas nets, je suis sûr qu'ils complotent contre la commune. Aujourd'hui, on a besoin d'action, on a besoin d'ordre et on a besoin d'initiatives fortes.
Le comité de salut public, c'est la réponse à ça. On arrête la parlotte, les débats à n'en plus finir, et on va revigorer l'action politique de la commune. Et ceux qui ont aussi du cul, je leur dis ce soir, qu'ils fassent gaffe s'ils ne veulent pas finir à la roquette. Merci, citoyen Ferré. Citoyen Serraillé, que réponds-tu à Théophile? Déjà, je m'attendais à un petit peu plus de ténacité de la part du citoyen Rigaud, et je lui souhaite néanmoins un prompt rétablissement. Le citoyen Ferré devrait se contrôler un petit peu. Ses pulsions virilistes, ses propos outranciers n'ont rien à faire à la commune. Et il a beau s'auto-proclamer plus révolutionnaire que révolutionnaire, on ne peut pas dire que lui et sa bande, on les voit beaucoup sur les sièges de l'hôtel de ville. Sur ce fameux comité de salut public, plusieurs problèmes. Déjà, il faut qu'on arrête de singer notre grande révolution de 1789. La commune est pleine de vieilles barbes nostalgiques des Jacobins, et il faudrait leur dire ce qu'il a fait, ce comité de salut public à l'époque. Il a arrêté Jacques Roux et les sans-culottes parisiens. C'est ça qu'on veut reproduire? Mais surtout, ce comité ne va rien résoudre de nos problèmes. Il va rajouter de la cacophonie à la cacophonie. Et les quelques membres de ce comité ne rendront de compte à personne. Ils vont prendre des décisions dans leur coin, sans devoir en référer à quiconque. À commencer par nous, les élus de la commune. Citoyens auditeurs, je pèse mes mots, c'est une dictature qui se met en place, et pas pour le peuple de Paris. La minorité, qui est contre ce comité à laquelle j'appartiens, veut, comme la majorité, l'accomplissement des rénovations politiques et sociales. Mais contrairement à sa pensée, sans nous abriter derrière une suprême dictature que notre mandat ne nous permet ni d'accepter, ni de reconnaître. Merci. Les 30 secondes sont finies. Merci pour ces précisions, citoyens. Nous filons tout de suite, sans attendre, au standard, avec une question pour le citoyen Ferré, je crois. Citoyen Bernard, tu as 38 ans et tu es ouvrier-couvreur. On écoute ta question. Bonjour, merci de me donner la parole. Je tenais déjà à dire que je suis un fidèle auditeur de Radio 18 Mars et que j'aimerais beaucoup que Justin Pinard m'envoie un poster dédicacé de lui. Ma question est la suivante. Citoyen Ferré, peux-tu t'expliquer sur les critiques qui sont formulées à ton encontre? Avant que le citoyen Ferré ne réponde, Louise, j'aimerais juste dire au citoyen Bernard que je certifie devant l'honneur et tous les auditeurs de Radio 18 Mars qu'il recevra dans la semaine un poster dédicacé de ma personne. Eh bien, merci Justin pour cet engagement. Et moi, je voudrais juste préciser que depuis environ 2 semaines, le citoyen Ferré est accusé d'avoir outrepassé ses pouvoirs à la commission de sûreté générale en décidant d'arrestations arbitraires. Donc, citoyen Ferré, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est de la pure et simple calomnie. Les seuls que j'emprisonne et que nous emprisonnons à la commission de sûreté générale, c'est les curtons qui complotent et les contre-révolutionnaires. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. La commune, on est avec elle ou contre elle. Il faudra bien que tout le monde piche ça à la fin. Et citoyen Bernard, un petit conseil. Arrête de répandre ces ragots dégueulasses. Attends, s'il te plaît, citoyen Ferré, pas de menace sur notre radio libre. Hein. Et je crois d'ailleurs que la citoyenne Marguerite, que nous avons déjà croisée, a une question pour nos 2 invités, d'après ce que me dit le standard. Bonjour, moi je suis du Club des Prolétaires et j'ai envie de pousser un coup de gueule. Versailles nous marche dessus, notre belle révolution est en danger et ces idiots au conseil de la commune, ils trouvent rien de mieux à faire que de se chicaner. C'est pas croyable. Et citoyen Serrarier, moi j'aime bien vos idées à toi, Varlin, à vos amis. Les mesures sociales, la participation du peuple aux décisions, ça me parle. Mais c'est pas possible d'écrire comme vous l'avez fait que vous allez démissionner de vos postes. C'est un abandon. Oui, j'en profite pour aller dans le même sens que la citoyenne Marguerite. Elle est loin d'être la seule à penser ça. Citoyenne Marguerite, citoyen Pinard, j'entends votre colère. Elle est légitime. Mais il faut voir comment ils se comportent à la soi-disant majorité avec leur comité de salut public. Ils viennent même plus aux réunions. On est là et on attend. Et quand ils finissent par arriver, tout est déjà décidé. C'est vos arrestations qu'on va décider, ouais, vous allez voir. Mais vous l'entendez? Voilà le vrai visage de ce comité de salut public. Monsieur Ferré, il se sent tout permis. S'il vous plaît, citoyens, calmez-vous. Pensez à nos auditeurs. Bon, en tout cas, moi je vous le dis, et je suis pas la seule à penser ça au club. Retournez à l'hôtel de ville. Mais qui elle est celle-là pour me donner des ordres comme ça? Citoyenne, veuillez garder votre calme, s'il vous plaît. Nous allons de toute façon devoir rendre l'antenne pour écouter un reportage du manifestement très apprécié parmi nos auditeurs, Justin Pinard, infiltré dans les rues de Lyon. La parole est à toi, Justin. Merci Louise, et tu sais, le fait d'être apprécié par le public, c'est à mon avis la rançon du succès d'un journalisme de terrain proche des auditeurs. Bref. Comme tu le disais, j'ai effectivement rejoint Lyon le 28 au matin. Le voyage en lui-même a été un périple sur lequel je ne reviendrai pas. Juste pour vous dire, il n'y avait plus de train en partance de la gare de Lyon. Il a fallu aller chercher l'Express dans une gare de banlieue, je ne sais plus laquelle, bref, un bail sombre. Il faut savoir que depuis le mois de septembre, Lyon est le siège d'une intense activité révolutionnaire. Les Lyonnais les plus chauvins vous diront que c'est à Lyon qu'a été proclamée la République avant Paris. Ah, on s'en branle de ces bouffeurs dans le... Psst, taisez-vous. Nombreux de ces Lyonnais tairont l'épopée malheureuse du 28 septembre,
durant laquelle quelques militants de l'Internationale ont tenté d'instaurer une commune par un coup de main. On sait depuis 18 mars que la commune elle ne peut être l'œuvre que de l'intervention active de large masse. Toujours est-il que depuis ces événements, l'activité révolutionnaire continue, même si elle est moins bouillante. Et à l'occasion des élections municipales du 30 avril, une émeute a secoué le quartier de la Guillotière, le plus gros faubourg ouvrier de la ville. Cette émeute de la Guillotière contre les élections et pour la commune fait suite à toutes les tentatives de communes dans les autres villes, à Marseille, à Narbonne, à Saint-Étienne ou au Creusot. Et donc on va vraiment avoir un reportage sur tous ces pecnos là? Citoyen Ferré, une fois c'est bon, mais pas deux. Hein. Tu ouvres encore une fois ton claque-merde et je te coupe le micro, ok? Ces tentatives de communes dans les autres villes, elles ont échoué, malheureusement. Les troupes versaillaises noyant la Révolution dans le sang. À Marseille, par exemple, les laquais du gouvernement se sont réfugiés à Aubagne pour préparer l'offensive et récupérer la ville rapidement. À Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer Louis Berthet, un révolutionnaire qui a accepté de répondre à mes questions le soir du 30 avril, après l'échec de l'émeute de la Guillotière. Je vous laisse écouter l'interview que j'ai réalisée avec lui. Très bien, merci. On va écouter ça en espérant que ça convainque le citoyen Ferré que la province est aussi un sujet digne d'attention. Alors Louis, merci de nous recevoir dans ce contexte un peu particulier. On est chez toi à la Guillotière et tu es alité, malheureusement, car tu as pris un mauvais coup dans les combats d'aujourd'hui. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, je me suis pris un coup de crosse à l'épaule par un soldat venu nettoyer les barricades de la Guillotière. Pour nos auditeurs parisiens qui n'ont jamais eu la chance de venir à Lyon, peux-tu nous dire un peu ce que c'est que la Guillotière? La Guillotière, c'est le faubourg de Lyon, le quartier des ouvriers. Moi-même, je suis métallurgiste. Il y a beaucoup d'ateliers de métallurgie à Lyon. Attends, 2 secondes. Marianne, Maximilien, laisse-le pas avec Justin, s'il vous plaît. On disait quoi? Ah oui, les gens pensent que Lyon, c'est les canuts, mais pas du tout. Déjà, les canuts, il y en a plus beaucoup, et ensuite, ceux qui restent, ils jouent souvent perso. Et que s'est-il passé aujourd'hui, du coup? Aujourd'hui, c'était les élections municipales, dans toute la France. Mais pour moi, il n'était pas question qu'elles aient lieu. Tu sais, le gouvernement prévoit de nommer les maires dans les villes de plus de 20 000 habitants. À quoi bon voter dans ce contexte? Ça ne sert à rien. Mais tu manifestais pourquoi dans ce cas? Mais pour la commune, comme à Paris, pour pouvoir gérer nous-mêmes la ville, contre l'autorité de Versailles, ces monarchistes qui usurpent le suffrage universel pour remettre le roi en selle. J'ai pourtant vu que le conseil municipal à Lyon se revendiquait de la commune dans des affiches publiques. Ah, tu sais, les gars du conseil municipal, je les pige pas. Le maire, là, et non, sous l'Empire, c'était un imposant bon teint au régime. Républicain, je dis pas, mais il pue le Versaillais. On a une copie conforme de lui à la Guillotière. Crestin, il s'appelle. Et qu'est-ce qu'ils font ceux-là dans les événements, du coup? Ah, je vais te raconter. Tu entends? C'est les potes à Crestin qui fusillent. Tu sais qu'aujourd'hui, le procureur de la justice à Lyon, c'est Andrieux, un bon pote à Gambetta. Tous des sales chiens de toute façon. Je suis dégoûté. Mais pour en revenir à nos moutons, un mec comme Crestin en mars, quand on s'est battu pour instaurer la commune à Lyon, le 23 mars, je crois. Oui, c'est ça, le 23 mars. Bref, un mec comme Crestin, on lui a proposé de partir à la commission provisoire qui devait organiser de nouvelles élections. Il a refusé. Catégoriquement refusé. En disant que le mouvement était sûr de perdre, qu'il fallait chercher la conciliation entre Paris et Versailles. Bref, il a parlé stéphanois. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Et du coup, quand Crestin et d'autres parlent de la commune, c'est pour mieux désarmer l'insurrection, en fait. Tout à fait. Le mouvement était en partie dirigé contre lui. Tu aurais dû voir cette tête quand on a occupé la mairie de la Guillotière ce matin. Il était tout pâle. Il a passé la matinée à traverser le Rhône à la recherche d'un gendarme ou de je ne sais pas qui d'autre. Non, vraiment, faut se méfier de ces gars-là, comme de la peste. Mais est-ce que pour autant, l'insurrection était la voie à suivre? N'était-ce pas un peu prématuré vu la situation lyonnaise? C'est sûr que si on se bat que quand on est sûr de gagner, on perd jamais. Mais on se bat jamais non plus. Et puis, Crestin nous a rendus complètement crétins à force de nous paralyser. On avait besoin de se dégourdir les pattes, je crois. Marianne, Maximilien, fermez-la. Vous voyez pas que papa essaye de parler? Carole, éloigne les gosses, s'il te plaît. Tu sais, Justin, depuis septembre, on souffre. L'international à Lyon, c'est quelque chose, mais avec leur tentative foireuse de fin septembre, ils ont perdu toute crédibilité. La garde nationale aussi. C'est un sacré truc ici. J'étais capitaine pour te dire, mais c'est eux qui ont fait n'importe quoi le 23 mars. Résultat, on en est là, désorganisé de partout. C'est aussi pour ça que l'émeute a foiré. On a le soutien des habitants, surtout ici à la Guillotière. On le sent.
Mais quand il s'agit de venir se battre, les gens sont pas là. La bande à Crestin a bien fait son taf pour plomber le moral. Mais moi, ça m'empêchera pas de recommencer. Bien, merci beaucoup, citoyen Berthet, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Une dernière quand même. Est-ce que vous écoutez Radio 18 Mars à Lyon? Ah, bien sûr. On a installé une antenne pirate quelque part dans le quartier. Bon, je te dirai pas où. C'est entendu. Bon rétablissement et à bientôt. Merci beaucoup Justin pour ce reportage et nous souhaitons tous un bon rétablissement à Louis. Et aux dernières nouvelles, Louis est toujours en vie. Il vit en travaillant et probablement qu'il mourra en combattant comme les canuts de 1831. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Chers auditeurs, l'émission touche maintenant à sa fin. Nous aurions aimé que les citoyens ferrés et serrayés soient avec nous pour vous dire au revoir. Mais pendant le reportage de Justin, le citoyen ferré a insinué que la mère du citoyen serrayé avait eu des rapports sexuels avec des membres du clergé. Ce à quoi Serrayé a répondu par une intense tatane. Le citoyen ferré est désormais en partance pour l'Hôtel-Dieu à l'heure où je vous parle. Tu ne l'as pas volé, citoyen. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle heure des cerises.